Les gars, aujourd'hui on va faire du coup le jour 6 et 7, je crois que c'est ça. Maintenant je vais faire en 2 par 2 le temps de recevoir mon PC. Normalement si tout se passe bien, je reçois mon PC dans 2 jours, si le livreur ne se barre pas avec. Donc ça va être bien mieux, hein. Vous allez voir que je vais avoir un setup, etc. Ça va être beaucoup plus propre, beaucoup plus quali. Mais bref, aujourd'hui qu'est-ce qu'il y a de prévu au programme? Aujourd'hui ça va être très simple. Je vais vous expliquer un petit peu comment j'analyse un graphique dans un premier temps, quelle est mon analyse, etc. pour pouvoir prendre une position. Je vais faire l'analyse complète. Et ensuite, je ne sais pas si vous vous en rappelez, mais dans la dernière vidéo, je vous ai expliqué que les add-in, c'était quelque chose. Donc les add-in, addition, add, c'est le genre de addition. Euh, le fait de doubler, de décupler sa position, ça peut être à double tranchant. Vous pouvez perdre du ratio, mais comme vous pouvez gagner énormément. Et je vous avais dit aussi que mes deux setups, mes deux trades qui m'ont rapporté le plus, et c'est d'ailleurs ces deux trades-là qui m'ont permis de valider ma phase 1, bah, c'est deux trades où justement j'avais effectué un add-in. Mais là, je voulais voir que je l'avais effectué d'une manière très très propre. Et du coup, c'est pour ça que je vais vous expliquer dans un second temps un petit peu comment je prends des add-ins. Parce que là, j'ai fait des erreurs sur les add-ins que j'avais pris cette semaine. Sur Europound notamment, j'ai mal géré comme je vous avais expliqué dans la vidéo d'avant. Et GBP4, après, bon, ça manque de réussite. Mais donc, on va voir du coup dans un premier temps mon analyse, comment j'analyse complet. Vous allez voir que vraiment, moi, je vais à l'essentiel. Je ne fais pas de choses de bidule pour rien. Je suis vraiment dans le concret. J'ai une analyse, j'applique. Je fais du multi-time frame, vous allez le voir. Et après, j'essaie de chercher des setups. Je mets beaucoup d'alertes pour essayer de ne pas rester trop sur les graphiques. Parce que c'est vrai que quand vous restez trop sur les graphiques, bah, vous allez plus perdre que gagner souvent. C'est ça ce qu'on dit. La phrase du trader, c'est ne pas trader, c'est aussi trader. C'est totalement vrai. Enfin bref, du coup, on va faire ça. Et après, dans un second temps, je vais vous expliquer, je vais vous emmener avec moi dans mon journal de trading. Et vous allez voir un peu les deux setups que j'avais pris, c'était en plus pendant le mois d'octobre, qui m'ont du coup permis de valider la phase 1. C'est parti. Alors, donc du coup là vous le voyez les gars, mais on n'est pas... Enfin c'est comme le setup de la dernière fois, je filme avec mon téléphone le temps d'avoir mon nouveau PC. Donc c'est un peu le setup de la Hess, mais normalement ça devrait le faire. Donc du coup, je vous ai pris une petite paire que moi j'aime beaucoup. C'est cette paire en fait où j'ai fait le plus de gains. C'est cette paire là où j'ai fait vraiment des ratios assez énormes, assez conséquents. Donc je vais vous faire une analyse complète sur cette paire. Déjà du coup, il faut que je retire tout. Voilà. Donc comme je vous l'avais expliqué, moi je fais du multi-time frame. Moi je procède en multi-time frame. Donc ça veut dire quoi multi-time frame? Ça veut dire plusieurs unités de temps. Donc là, clairement, concrètement, j'ai un graphique ici. Là, je l'ai mis en 3 daily, mais c'est plutôt en weekly, voire en daily. Là, j'ai mis 3 daily pour faire les deux. Ensuite, je mets un graphique en 8 heures, un graphique en 4 heures et un graphique en 1 heure. Donc du coup, on va se faire l'analyse complète. Vous allez voir, je vais vous expliquer un peu mes procédés. Déjà, moi, ce que j'essaie de repérer, c'est la tendance. Là, au-dessous, la tendance, normalement, il n'y a pas trop de difficulté pour la repérer. On voit que c'est une grosse tendance baissière. C'est un peu normal. Le dollar australien, il perd beaucoup de valeur face au franc suisse. Le franc suisse, c'est une valeur refuge. Le dollar australien, il n'est pas aussi solide que le franc suisse. Il n'y a pas de souci sur ça, d'un point de vue fondamental. Même si je vous l'ai expliqué, mais moi, le fondamental, je n'en fais plus trop actuellement. Donc du coup, moi, je commence par tracer des... J'essaie d'identifier la tendance, donc je vais tracer des supports, des résistances obliques en daily, en weekly, etc. Là, j'ai repéré ici, du coup, tout simplement un support et une résistance oblique. Je vais ensuite aller sur du weekly, là, on va faire un peu de weekly. En weekly, qu'est-ce que je repère? C'est assez intéressant, on voit que du coup, on a pas mal de points de touche ici. Donc en gros, à chaque fois qu'on revient sur ce support, on a souvent, le prix, il rejette en fait ce support pour ensuite venir chercher la résistance et essayer de shorter la résistance et acheter le support. Enfin bref, une théorie classique du support et de la résistance. Donc là, du coup, ce que je peux aussi voir, excusez-moi, c'est que ici on a une belle résistance. On voit ici, il y a une grosse résistance. À la base, on voit que c'était un support. D'accord. On voit qu'ici, il y a un retest, deux retests. On est venu casser ici ce support pour ensuite faire en sorte que ce support devienne résistance. Là, maintenant, on voit qu'il y a eu un retest en tant que résistance, 2, 3, 4 retests. Donc ça, c'est des points qui sont très intéressants. C'est des zones très intéressantes. Et je vais d'ailleurs mettre une alerte ici. Comme ça, si jamais le prix revient sur cette résistance, on va pouvoir potentiellement essayer de chercher à shorter le marché. Ce que j'ai identifié aussi, c'est qu'on a ici
un espèce de petit support oblique. On voit qu'il y a un point de touche, deux points de touche, trois points de touche. Donc en gros, là, quelle est mon analyse, quel est mon biais actuellement sur cette paire? Là, à mes yeux, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Le prix, il pourrait en fait tout simplement consolider ici pendant quelques semaines, quelques mois, et ensuite venir essayer de shorter en fait la résistance, la pattern, parce qu'on voit que c'est une belle pattern de continuation ici, venir chercher en fait à tout simplement shorter ici, dans la tendance évidemment, parce qu'on s'en rappelle, mais en weekly, je vous ai bien montré que c'était une tendance qui était baissière tout simplement. Donc voilà, après il y a aussi des setups ici que je vois qui peuvent être intéressants à l'achat, c'est-à-dire venir essayer d'acheter le support ici tout simplement et venir mettre un objectif de take P, donc de take profit au niveau de la résistance. Ça personnellement je ne le ferai pas. Pourquoi? Parce que tout simplement, je vous l'avais expliqué, mais moi j'essaye de scale la tendance au maximum. Donc pour l'instant, je vais vraiment me concentrer sur shorter le marché, shorter cette paire qui reste très baissière. Donc voilà pour le daily. On va ensuite aller sur du 8 heures. Je vais vous zoomer le graphique, comme ça va être un peu mieux pour vous. En 8 heures, du coup, qu'est-ce qu'on peut voir clairement? On voit à chaque fois que le prix revient sur cette zone ici que j'ai tracée, cette résistance, il y a souvent des rejets et des gros mouvements baissiers, des gros mouvements vendeurs. Et à l'inverse, dès que le prix revient sur ce support ici, je vais vous le tracer ici pour que ce soit un peu mieux pour vous. Hop, hop et hop. À chaque fois que le prix revient sur ce support, à l'inverse, il y a souvent des mouvements acheteurs. Donc en 8 heures, il n'y a pas grand chose à identifier, à part à la limite qu'il y a une zone ici, des grosses zones de polarité. Moi, c'est ce que j'aime bien appeler les zones de polarité. C'est des zones qui deviennent à la fois support, à la fois résistance. Ça peut être des zones en fait, soit de take profit, soit des zones où vous mettez vos stop loss. C'est-à-dire qu'en fait, il y a souvent des rejets. On voit ici qu'il y a pas mal de rejets. Là, on rejette le prix en tant que résistance. Là, on rejette en tant que support, etc. Bref, des zones de polarité. Maintenant, on va aller sur du 4 heures. Et du 4 heures, on voit, pareil que du 8 heures, pour l'instant, le prix, il a l'air d'être vraiment attiré vers ce niveau de support. Il a du mal un peu à casser cette espèce de résistance oblique, cette espèce de pattern ici en double bottom. Vous voyez ça comme vous voulez. Il a un peu de mal. Clairement, le prix, il est aussi sous les moyennes mobiles. On voit qu'il y a un croisement de moyennes mobiles. Souvent, les croisements de moyennes mobiles, c'est souvent là où il y a des gros mouvements baissiers ou des mouvements acheteurs, tout simplement. C'est tout simplement là où il y a beaucoup de volume, avec des gros mouvements. Là, on le voit vraiment, on a un gros mouvement vendeur ici. Mais pour l'instant, on voit vraiment que le prix, il semble être attiré vers ce niveau de support. Là, clairement, je le dis, pour moi, cette paire-là, pour l'instant, il n'y a pas grand-chose. Je vais attendre que le prix revienne sur cette résistance, donc qu'il fasse quelque chose comme ça, en fait. Attendez, laissez-moi dessiner. Mais ouais, quelque chose comme ça, on va dire. Voilà. Quelque chose comme ça, tout simplement. Donc pour l'instant, je ne veux personnellement rien faire sur Haute Suisse. Après, on va quand même aller sur du 1 heure et du 15 minutes pour voir s'il y a des opportunités à l'achat à choper. Parce que là, on voit que le prix, il est quand même en train de revenir. Il n'arrive pas à casser ce niveau de résistance ici. Donc on va voir ça un peu plus en détail sur du 1 heure. Sur du 1 heure, qu'est-ce qu'on voit clairement? Le prix, il est borné entre cette résistance que je vous ai mis et ce support-là. Donc il y a potentiellement, entre guillemets, des achats à venir faire en 15 minutes sur cette résistance. Essayer d'acheter le marché ici. Placer un stop loss, par exemple, sous cet ancien plus bas. Mais je le vois déjà, ce n'est pas du tout des trades, moi, qui pourraient m'intéresser clairement. Ou même ce plus bas juste là. Des setups, je vous montre le setup potentiel, même si c'est pas du tout des trucs moi qui m'intéressent, mais des trucs comme ça, quoi. Des achats, essayer d'acheter la résistance, etc. Enfin le support. Honnêtement, pour l'instant, haute Suisse, haute CHF, c'est pas la paire qui me fait le plus envie, qui me donne le plus envie d'intervenir. Clairement, j'ai mis mon alerte ici. Je vais même en mettre une deuxième. Hop. On va se mettre une deuxième alerte. Attendez. Ouais, on va se mettre une alerte à peu près ici, au niveau de la cassure des moyennes mobiles. Comme ça pourrait potentiellement être significatif que le prix peut revenir en fait sur ce niveau de résistance. Mais j'avoue que là, pour l'instant, franc suisse, enfin haute Suisse, on voit vraiment que la tendance, elle est baissière. On voit que là, le prix il est en train de former une belle pattern de continuation. Les rising wedge, ça c'est vraiment des patterns que moi j'utilise énormément. Pour vous dessiner un peu la pattern, ça ressemble à ça en fait. On a une grosse impulsion baissière, le prix corrige,
il compresse, et à un moment, il sort à la baisse, de manière en fait à trace la tendance, hein. Il revient sur un niveau de résistance, il peut même revenir sur un niveau de Fibo, je sais pas moi, le 50%, et on voit vraiment ici que c'est une zone très puissante. Moi, j'aime bien appeler ça des zones de convergence. C'est des zones où il y a beaucoup d'indications en fait que le prix peut potentiellement aller vers un mouvement. Et donc, c'est un peu ce que je verrai pour Aude CHF à l'heure actuelle. Donc, je pense qu'on a fait un peu le tour de cette paire, hein. Pour l'instant, la paire, elle est un peu morte, clairement. Ça reste baissier, évidemment, comme j'ai dit. Je vais chercher des ventes sur cette paire, mais pour l'instant, la paire, vraiment, elle est lente. Donc, le temps qu'elle revienne au niveau des, le temps qu'il revienne au niveau des 0,58, quelque chose comme ça, 0,58 500, il y a de la marge. Donc je la mets dans ma watchlist, j'ai mis des alertes de toute manière, et puis voilà, on va attendre. Bon les gars, maintenant on va passer sur mon... Ah oui, non, merde. Bon les gars, maintenant on va faire la deuxième étape. On va passer sur mon journal de trading. Donc c'est un journal que j'ai démarré à peu près en août-septembre. Donc c'est pas assez représentatif pour le moment, d'accord. Je suis en train de le backtester. Je vais essayer de le backtester. Enfin, je vais le backtester sur un an pour voir un peu les rendements. Mais déjà, vous voyez un peu qu'il y a quand même pas mal de stop loss, d'accord. Je prends plus de stop loss que je ne prends de TP. On voit vraiment qu'il y a des stop loss, etc. On va surtout actuellement, là, on va s'intéresser sur le mois d'octobre, qui a été le mois où j'ai réussi à valider la phase 1 de ma propre firme. Et aussi durant lequel j'ai fait le plus de ratios, hein, c'est un peu logique. J'ai fait le plus de ratios, le plus de profits. Déjà, si on analyse un petit peu les trades, j'ai pris 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. J'ai pris 11 trades. Parmi ces 11 trades, il y a 1, 2, 3, 4. J'ai pris 5 stop loss. Donc par inversion, vous vous doutez que j'ai pris 6 TP, entre guillemets 6 TP, 6 gains. Donc c'était sûr que clairement, j'allais être en profit sur ce mois parce que j'ai pris moins de stop loss que je n'ai pris de TP. Et étant donné que je risque au minimum 1 pour 3 par trade, je suis forcément sûr, sauf si je fais que des break-even ou je fais que que je prends un R à chaque TP, je peux être à break-even. Enfin bref, on va s'intéresser, on voit qu'il y a quand même pas mal, c'est vrai que c'est rare les take profit max. Donc vous voyez qu'ici il y a beaucoup de choses. Ici il y a stop win, il y a take profit max, il y a gain. Tout ça, je le mets dans la même couleur parce que c'est considéré comme du gain, ok. Mais c'est pas c'est pas au même niveau. Par exemple, si on regarde sur euro pound, donc l'euro livre sterling, qu'est-ce qu'on voit ici? Donc j'ai mes confirmations, double top, falling wedge, cassure de support, divergence RSI, etc. Donc la prise de position que j'avais prise, ça, ok. Donc j'avais une cassure de trendline, j'avais une divergence, j'avais des raisons, des confluences de rentrée. Au final, le prix s'est annulé. Je suis sorti sur cette position en léger gain. On voit vraiment, j'ai pris que ça de gain parce que j'avais trail stop. Clairement, en vrai, cette opportunité, j'ai respecté, hein. Il n'y a pas de souci sur ça. J'ai totalement respecté mon plan. Mais c'est comme ça, j'ai pris un stop win, ce que j'appelle un stop win. C'est un stop loss qui est en win parce que j'ai trail stop. Mais là, du coup, je vais me pencher sur ces deux opportunités que j'avais pris. Je les avais enchaînées en plus. Euro Aude et Aude Suisse. Ces deux trades qui, les deux, sont take profit max. On va commencer, je pense, par Aude Suisse parce que je vous l'ai présenté juste avant. Haute Suisse, donc c'était le 21 octobre 2023. Haute Suisse, rappelez-vous, je vous avais dit que la paire, elle était très baissière. Et que moi, vraiment, j'allais essayer de shorter le marché tout simplement. Enfin, pour l'instant, c'est ce que je compte faire. Donc sur cette opportunité, j'ai pris justement un short. Donc tant mieux, déjà, on voit que ça répond à la tendance, la grosse tendance weekly qui est baissière, clairement. Pour un peu la prise de position, qu'est-ce qu'on voit ici? Alors déjà, ah oui, c'est vrai que c'est intéressant cette paire. Pourquoi? Parce qu'en fait, j'avais pris un stop loss juste au-dessus. C'était, je crois, 3 jours avant. Pourquoi? Parce que j'avais fait une erreur de stop loss. Je le dis, hein, c'est ma faute. J'ai mis un stop loss trop agressif. Là, on le voit ici que j'avais le bon biais, clairement. J'avais le bon biais. On voit vraiment qu'il y avait une belle pattern de continuation ici. On avait un drapeau, on avait une cassure de trendline, on avait fait une espèce de retest, on avait pullback, tout
simplement le support qui était devenu résistance. Enfin, pour moi, je le pensais. On était sous la moyenne mobile, on avait retesté un niveau Fibo. Et au final, ce qui s'est passé sur ce trade, j'ai pas mis la suite parce que je crois que j'avais le seum. Je me suis fait stop loss et juste après, il est parti dans mon sens. Donc là, j'avoue que c'est un peu une erreur de ma part, encore une fois. Mais au final, c'est pas grave parce que derrière, j'ai réussi à choper une nouvelle opportunité. On le voit, hein, moi, je me suis positionné à ce niveau-là. Le prix m'a stop loss parfaitement. Il est revenu s'appuyer sur cette résistance avant de dégueuler. Et là, du coup, ce qu'on pouvait voir, c'est que le prix il était en train de revenir faire une correction en fait de cette grosse baisse ici, parce qu'on voit que c'est une baisse qui était quand même très forte. Il y a vraiment pratiquement que des bougies rouges. Donc il fallait bien qu'à un moment le prix il corrige. Et c'est ce qu'il est venu faire ici. Il est venu corriger. Là, on est sur du 2 heures et ma prise de position, je l'ai prise du coup en 15 minutes. Il était en train de corriger. Pour un peu parler des confirmations, parce que je ne me souviens pas trop, mais là, de ce que je vois, on était sur une résistance ici. Je l'ai identifié ici, une résistance. C'est pas une grosse résistance, sinon je l'aurais mis avec un rectangle un peu plus gros. Mais on était en train de revenir sur une résistance. On était aussi en train de revenir sur un niveau Fibo, le 382, qu'on n'arrivait pas à dépasser. On avait aussi une pattern ici, une espèce de petite pattern en rising wedge qu'on est venu casser. Et on avait, là je le mets pas, mais je crois qu'on avait aussi une divergence sur le RSI. Donc c'est un peu toutes mes confirmations. Rejet Fibo, divergence, cassure de menu support, cassure de support et retest du higher low. Donc ça c'est pour mon add-in. Donc du coup, pour un peu expliquer l'opportunité, on voit que du coup le prix, il a commencé à partir dans mon sens. Okay, il a cassé ce support oblique. Ouais, on le voit maintenant. Il y avait une grosse divergence sur le RSI. On voit ici qu'il y avait un support, donc il y avait un retest, deux retests, trois retests. Donc en fait, ça c'est un trade que j'appelle anticipatif. C'est aussi une manière que je trade, que je vous expliquerai en fait. C'est une manière, en gros, c'est des types de setup qui sont assez rares. Hein. C'est pas tous mes setups qui sont anticipés, euh, mais c'est des setups en fait qui me permettent d'avoir un ratio assez gros. On le voit juste sur ce premier trade ici, je pense, je me rappelle plus, mais je pense que là il y a au moins 6 ou 7 R potentiels. Moi, je tourne autour de 3-4 R sur un bon trade. Donc, du coup, c'est un type de setup que moi, je prends qui me permet d'avoir des gros ratios. Mais du coup, pour revenir à l'opportunité, on était en train de venir casser. On a cassé le support ici. Je me suis dit, c'est une très bonne opportunité de venir essayer de add-in le marché. Donc, additionner mon marché. Pourquoi? Parce que, en fait, tout simplement, c'est là où, entre guillemets, les retail allaient commencer à se positionner. On nous apprend, enfin, ça dépend de la stratégie que vous faites, mais souvent, ce qu'on nous apprend à nous, c'est de nous positionner à la cassure de la trendline. Moi, la cassure de la trendline, je vous l'avais expliqué, c'est ma confirmation principale si j'essaie de chercher un contre-tendance ou alors le retour sur un support ou sur une résistance. Enfin bref, donc là je me suis dit, mais la plupart des personnes vont commencer à se positionner ici. Pourquoi? Parce que on a cassé ici le higher low, on a cassé la moyenne mobile, on a cassé le support. Moi, j'étais déjà positionné au plus haut, donc je me suis dit potentiellement venir ajouter une position. C'est ce que j'ai fait. J'ai ajouté ici une position. Là, on ne le voit pas, mais il y a eu une espèce de mini pullback ici, vraiment très léger. Là, on voit qu'il y a une petite mèche. Il a méché, il a fait une petite mèche en marteau, inversé. Pardon. Il est revenu retester le support ici qui était devenu résistance du coup. Et il a clairement, il a dégueulé le bordel. J'aurais même pu, je le dis honnêtement, j'aurais même pu faire un add-in ici. J'aurais placé ici un support, une résistance. J'aurais pu prendre une troisième opportunité, enfin un troisième trade. Mais on le voit vraiment que ce type d'opportunité, ça arrive très rarement. Et là, en fait, pourquoi j'ai fait un très gros ratio et pourquoi j'ai fait un braquage, entre guillemets, tout simplement parce que j'avais deux trades. Donc en gros, j'avais déjà tout ce ratio qui a TP. Là, je ne sais pas il y a combien, mais je dirais qu'il y a à peu près 7 R sur le premier, 6-7 R. Et le deuxième, il y a 5 R. Donc en gros, on était à peu près à 12-13 R, ce qui est quand même relativement élevé sur un trade. Donc voilà pour la première opportunité sur Haute Suisse. On voit, hein, ouais, moi j'avais risqué 0,5, donc j'avais pris 4 R, mais du coup ça faisait 8 R. Je pense qu'il y avait quand même beaucoup plus que 8 R. J'ai dû me tromper. Maintenant, on va passer à la deuxième opportunité que j'avais pris avant Haute Suisse, celle-là, le 19 octobre. Donc en gros, il y avait un délai de 3 jours entre les deux. Pareil, en gros, je cherchais à vendre le dollar australien parce que je le trouvais assez faible. Donc là, un peu pour expliquer les confirmations. Donc on avait un support, un rejet de Fibo, un retest du point of control, un double bottom, une divergence et un falling wedge. Donc il y a deux figures qui sont de la continuation et du retournement. Ah oui, je me rappelle très bien de celle-là. Celle-là, franchement, cette opportunité-là, c'est une opportunité que vraiment je trouvais très très belle. Pourquoi? Parce que en fait, moi j'utilise beaucoup les patterns.
j'aime bien utiliser les patterns. Mais pour expliquer un peu, donc on voit que le prix il est en train de revenir s'appuyer sur un support oblique. On voit ici qu'il y a un retest, deux retests, trois retests, quatre retests. Et donc du coup on a quatre retests. Ensuite on voit qu'il y avait une petite divergence en 1 heure. Parce que là j'ai 2 graphiques. On avait une pattern ici, enfin on avait en fait une consolidation à la baisse qui était en train de se dessiner. Donc je me suis dit que ça pouvait être intéressant de venir acheter le marché parce qu'on est en train de revenir premièrement sur un niveau FIBO, le 382. Deuxièmement, là peut-être que vous ne le voyez pas, mais sur le point of control. Euh, donc qu'est-ce que c'est que le point of control? En fait, c'est le pic de volume. Moi j'utilise beaucoup le volume profile. Donc c'est une zone en fait qui n'est pas forcément très représentative parce que vu qu'on est en CFD, on doit en fait, ça s'appuie sur les transactions qui sont faites sur les plus gros courtiers. Mais c'est pas très représentatif entre guillemets. Mais moi j'utilise beaucoup ça. On voit que là il y avait vraiment une zone en fait, c'est la zone en rouge ici qui du coup ça nous dit en gros que c'est cette zone là où il y a le plus de volume. Et c'est souvent une zone de polarité. En fait, on voit ici que c'est une zone que le prix rejette énormément. Il le rejette ici à la baisse, il le rejette à la hausse. Donc je me suis dit ça peut être intéressant. Là, on voit qu'il le rejette encore une fois ici. Bref, il le rejette beaucoup. On voit aussi qu'il y avait un espèce de double bottom ici, un petit double bottom. On est en train de faire du coup la pattern de falling wedge. Donc la pattern de falling wedge, normalement je vous l'ai montré je crois juste avant, mais pour ceux qui ne l'avaient pas vu, c'est tout simplement ça. C'est une pattern en gros. Vous avez une impulsion haussière, vous avez une correction à la baisse, et vous avez du coup une compression, et vous avez le prix qui vient tout simplement en fait exposer à la hausse. Après, il y a plusieurs personnes, d'accord. Il y a des personnes, moi c'est vrai que maintenant je suis un petit peu en train de essayer de, 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 de me former un petit peu sur ça, mais souvent cette pattern, elle revient liquider le précédent lot. C'est-à-dire en fait que ça fait une impulsion haussière, ensuite on vient faire cette petite correction ici. On liquide en fait le haut ici, donc ça peut être comme ça par exemple, et après on repart à la hausse. Donc, entre guillemets, l'important c'est juste d'identifier en fait cette pattern, de réussir à avoir le bon mouvement, c'est tout. Après, comment vous le voyez, pour vous, comment vous appelez ça, etc. Moi, ça m'est égal. Moi, j'appelle ça une pattern de continuation parce qu'on voit que le prix corrige à la baisse et il continue. Après, vous pouvez appeler ça, je sais pas, une liquidation, je sais pas comment vous appelez ça. Mais bref, c'est relatif à chaque personne et à chaque stratégie. Donc, du coup, pour un peu les confirmations, voilà, il y a beaucoup de confirmations. Donc, il y a ma divergence. Le prix revient sur une zone de polarité, sur la SMA, enfin, sur le point of control, sur un niveau FIBO, etc. Pour montrer un peu l'évolution, parce que je ne me rappelle même plus de ce trade. Ah oui, voilà. On voit que du coup, le prix, il a commencé à partir dans mon sens. Il a cassé ici. Là, je l'ai mal mise. Mais il a cassé ici cette résistance oblique. Et on voit qu'il a fait un petit pullback. Donc je me suis dit, pourquoi pas add-in le marché à nouveau. C'est à ce moment-là que souvent les retail, moi je suis un retail, on est tous retail, mais les personnes traditionnelles qui ont été enseignées au support, résistance, aux cassures de trendline vont se positionner. Donc je me suis dit, ça peut être intéressant de suivre le mouvement parce que j'ai quand même des confirmations pour pouvoir tout simplement reprendre, me surexposer sur cette opportunité. Et on voit au final que j'avais le bon biais parce qu'on a fait le petit pullback ici avant d'exploser à la hausse, revenir sur cette résistance ici, s'appuyer, faire de la continuation. Et je crois qu'après, il est encore parti à la hausse. Mais de toute façon, à ce moment-là, voilà, à ce moment-là, j'avais déjà validé la propre firme. Je vais vous montrer un petit peu donc les meilleurs gains que je fais sur MyFundedFX sur la phase 1. Et vous allez voir, c'est peut-être pas forcément une coïncidence et c'est bien que la propre firme l'ait mise, que ça me permet d'analyser un petit peu quelles sont les meilleures paires où je suis le plus performant. Et on le voit, donc on a Aude CHF, Aude JPY, 4 CHF, Euro Aude, Aude, NZD JPY, Euro Aude, CHF, Yen, Aude. En fait, ce qu'il faut comprendre dans ça, je m'en fous de savoir quelle paire, etc. C'est juste que je suis beaucoup plus performant sur les paires en Australian dollar. On voit Aude CHF, Aude, en JPY. Vraiment, JPY, c'est des paires où j'arrive à être assez performant. En franc suisse aussi. Et puis, c'est tout. Ouais, JPY, Euro Aude, CHF, JPY, CHF, JPY. Là, on voit que c'est mes plus gros gains en fait sur la phase 1. JPY, etc. Donc en fait, ça me permet d'identifier un petit peu quelles sont les meilleures performances, quelle paire j'ai les meilleures performances, et ça me permet de me focus souvent sur ces paires-là. Après, c'est pas quelque chose que je fais. C'est vrai que moi, j'aime bien quand même analyser l'entièreté du marché pour avoir une vision. J'ai toutes mes paires, j'ai mes 28 paires ici que j'analyse. Mais
au moins c'est intéressant de savoir que je suis un peu plus performant sur les paires en Australian dollar et les paires en JPY, etc. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié un peu cette vidéo. Je vous ai analysé un graphique et je vous ai montré un petit peu quels sont les deux setups qui m'ont permis de valider la phase 1. On se dit soit demain, soit après-demain, je ne sais pas, je vais voir. Et puis, prenez soin de vous.